Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette toute première conférence en visio que nous organisons dans le cadre des WebConf de Smart City Mag. Le sujet est comment les solutions numériques aident les collectivités à lutter contre le Covid et à préparer l'après. C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui en compagnie de nos invités. Pour cette première partie du débat, je voudrais que nous abordions la question de la continuité du service public pendant la pandémie. Est-ce que vous étiez préparé pour télétravailler massivement et pour gérer les services à distance? Est-ce que vous aviez des PCA, donc des plans de continuité d'activité suffisamment robustes et dimensionnés pour une situation de telle ampleur? Je propose qu'on commence par Bernard Giry pour la région Île-de-France. Oui, alors effectivement, sur la partie télétravail, je dirais que la région avait eu la chance de déménager son siège il y a maintenant 2 ans. Donc, on était au centre de Paris. La présidente a pris la décision d'aller en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen. Et donc, du coup, ce déménagement a été l'occasion de repenser, je dirais, les modalités de travail, les espaces. Et le choix du télétravail a été un élément aussi de la discussion liée au déménagement par rapport au temps d'allongement des parcours que pouvaient avoir certains agents. Et puis derrière aussi une volonté de travailler autrement. Donc c'est vrai que on a vécu malheureusement déjà on était préparé par la grève de décembre en Île-de-France qui nous avait déjà conduit en fait à mettre une grande partie des agents en télétravail, pas en permanence et pas de manière aussi forte et aussi longue que ce qu'on vient de vivre là. Mais globalement, les agents du siège de la région, donc environ 2000 agents pour nous, sur les 10 000 agents de la région, étaient équipés du matériel nécessaire, des outils nécessaires, etc. Et donc, on est arrivé globalement à 98% d'agents qui ont télétravaillé pendant les 55 jours et qui globalement continuent encore à télétravailler cette semaine et sans doute la semaine prochaine. Je dirais que, voilà, donc globalement, on avait, par ce déménagement décidé il y a 2 ans, pu se préparer à ce télétravail qui jusqu'à présent était autorisé 2 jours par semaine et pas 55 jours de suite. Par ailleurs, voilà. Ouais. Et puis derrière, on a essayé aussi de diffuser un petit peu ces bonnes pratiques. Donc on a diffusé un guide du télétravail qui, je crois, a été vu plus de 200 000 fois. Denis Hameau, comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que vous avez réussi à reprendre la main rapidement et à vous organiser? Écoutez, nous, on avait un plan de continuité donc de gestion de crise. Simplement, la crise était d'une telle ampleur et d'une telle violence qu'il a fallu adapter très vite, en réalité, notre dispositif. Mettre tout de suite à l'abri le personnel et donc leur permettre de travailler. On a déployé sur les 10 premiers jours à peu près une flotte de 1000 ordinateurs à distance, parce que ce n'est pas exactement du télétravail. Le télétravail est très encadré, ça demande un certain nombre d'équipements qui sont pris en charge par l'employeur. Là, on était dans une gestion rapide d'une crise, d'une espèce de vague, comme on dit maintenant. Et donc, il fallait trouver des solutions pour que les gens puissent travailler à distance, en réalité. Parce qu'ils ont leurs enfants, ils leur ont fait cours. Voilà. Et donc, le sujet pour nous, c'était d'abord mettre... parce qu'il fallait garantir la continuité du service public, donner la possibilité à tous les services de travailler à distance et d'interagir avec les citoyens. Lorsque ce n'était pas possible, on a mis en place via le portail On Dijon et via nos différents standards un certain nombre de messages pour indiquer aux personnes que bon, c'était peut-être pas le moment d'inscrire les enfants à la restauration scolaire. Voilà. Donc, on a fait des choses le plus possible avec du bon sens. Et ensuite, on a travaillé à mettre les équipes en travail finalement une semaine sur 2 lorsqu'elles avaient besoin d'être en contact pour limiter le risque sanitaire, puisqu'il y avait aussi ce sujet-là. Voilà, donc, par exemple, on a continué à instruire les permis de construire, tout ce qui était le droit du sol. On a continué à donner des informations sur tout ce qui était l'action sociale, puisque là, pour le coup, on rentrait dans une période difficile pour les personnes les plus fragiles. Et puis on a recentré l'ensemble des activités de Dijon sur la partie Covid, des gens qui n'avaient pas d'attestation, parce que le numérique, c'est bien, mais il y a des gens qui n'ont pas d'imprimante chez eux. Voilà.
Et donc, ça a été un révélateur intéressant qui nous a mis à l'épreuve, dans le bon sens du terme, pour voir si on était capable de répondre et de garantir cette continuité du service public dans une modalité vraiment violente et assez. On reviendra tout à l'heure sur des détails, peut-être, ou des choses plus précises sur ce que vous avez mis en place. Mais avant cela, je voulais me tourner vers Francky Trichet. Alors, qu'en est-il été à Nantes? Comment avez-vous géré? Comment avez-vous pris cette vague qui est arrivée très soudainement? Ouais, je pense que tous les collègues, il faut rester humble, hein. Effectivement, on ne peut pas dire que tout s'est mis rapidement en place comme si on était prêt depuis longtemps. Je pense que voilà, il faut être lucide et dire que les premiers jours n'ont pas été faciles, puisque moi je suis d'accord, il a fallu prioriser aussi, prioriser à un moment donné pour avoir les fonctions vitales de la vie dans la ville qui devaient être assurées, et puis ensuite progressivement, avec calme et puis lucidité, avoir justement le service public et toutes les missions du service public qui soient au mieux exercées. Est-ce qu'on a réussi à 100%? La réponse est non. Je pense que, et même encore maintenant, je pense qu'il y a encore certains collègues qui n'ont pas leur outil de travail comme s'ils étaient, on va dire, dans l'enceinte de la mairie ou de la métropole. Et c'est évident. Et est-ce que c'est grave? Non. Il faut à un moment donné faire en sorte de bien en fait calculer le point dans lequel les missions de service public ont été assurées devant cette crise qui était juste inédite. Et maintenant, on est, je dirais, sur un rythme de croisière dans lequel je pense que toutes les collectivités sont maintenant, on va dire, ont géré la crise, l'urgence, tant bien que mal. Mais ceci étant, je pense qu'on a tous réussi à faire en sorte que la mission de service public première les missions soient toujours assurées. Maintenant, je pense qu'il y a une deuxième réflexion à avoir sur le long terme. Alors, on l'a évoqué, c'est-à-dire le télétravail qui doit s'amplifier ou pas sur certaines fonctions, mais s'il s'amplifie, il faut bien l'encadrer et indépendamment du volet juridique, l'encadrer aussi sur la longueur, parce que est-ce qu'on peut continuer les missions de service public, toutes les missions, en travaillant toujours à distance comme ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut avoir des inflexions sur la façon dont on travaillait avant? Oui. Donc là, il y a une belle réflexion qui se met en place. À mon avis, sur en quoi le numérique est un accélérateur on va dire, pour anticiper des nouvelles manières de travailler, mais qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais si, parce qu'en fait, on pense qu'elles ne sont pas nouvelles, oui, ça existait, pas dans les conditions dans lesquelles on les a vécues aussi rapidement, et pour certaines, elles étaient très nouvelles, et certains s'en sortent très très bien, et d'autres un peu moins. Il faut, à mon avis, comprendre tous ces enjeux-là. Alors, cette vague soudaine de télétravail et de téléservices, donc, qui est arrivée un peu partout dans le pays en même temps, a mis en lumière des trous dans la raquette en matière de couverture très haut débit fixe et mobile. Est-ce que cela a été un frein pour votre action et surtout pour que vos concitoyens accèdent à ces services en ligne et ils puissent continuer à communiquer avec vous tous? Bernard Giry, peut-être en premier? Alors effectivement, on n'a pas forcément le retour complet, mais peut-être aussi mettre en exemple, et pour certains, dans nos collectivités, on a chacun une compétence scolaire. Il y a aussi un gros enjeu qui était en tout cas pour nous sur la continuité pédagogique dans les lycées. Et c'est vrai que même si on avait un certain nombre d'outils, les fameuses ENT, etc., on se rend compte quand même que certaines franges de l'Île-de-France n'ont pas encore accès au très haut débit. On avait prévu de terminer de fibrer, je dirais, d'ici fin 2021, donc on n'y est pas. Donc forcément, on sait qu'une partie du territoire n'a pas, en tout cas, avait accès dans des conditions un peu plus compliquées. Il y a eu bien entendu aussi la partie 4G qui a pris le relais, on l'a vu chez un certain nombre d'étudiants. Mais il y avait aussi des problématiques de forfait, etc. Donc certains opérateurs ont aussi augmenté, on a joué aussi pour qu'ils augmentent la durée des forfaits, etc. Donc c'est vrai, quand on parle de Smart City, quand on parle de Smart Service, vous avez raison de le dire, la connectivité reste un élément essentiel. On l'a un peu oublié parce que forcément on va sur les services. Mais en tout cas, même en Île-de-France, il y a encore des zones où le très haut débit n'est pas encore là. On l'aura que en tout cas, de qualité dans 2 ans. Et parfois, les relais téléphones aussi sont un peu faibles. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu. Ce qui n'empêche qu'on a quand même, et on n'avait pas trop le choix, beaucoup joué sur le développement de services, tout en sachant qu'effectivement, une partie pouvait avoir des difficultés à y avoir accès. Et il y a aussi la question du dimensionnement des services, à pas en parler. Pour les ENT, au début, ça a été un petit peu la panique parce qu'on est passé, on a multiplié par 10 les connexions du jour au lendemain. Donc, finalement, c'est rentré dans l'ordre.
Complètement. Alors c'est vrai qu'on avait pourtant prévenu nos prestataires une dizaine de jours, mais c'est vrai que on va dire que quand même la veille de la fermeture de l'école, le ministre indiquait que les écoles ne fermeraient pas. Donc je pense qu'il y avait une faible anticipation, mais c'est vrai qu'on est passé pour nous de 400 000 connexions à lundi à 4 millions. Donc les serveurs ont planté, il a fallu tout remettre en place. Ça a aussi été l'occasion effectivement de voir que peut-être que les services étaient légèrement sous-dimensionnés par rapport aux usages qu'il y avait jusque-là. Bon, maintenant, je dirais qu'il a fallu une bonne semaine pour réajuster un petit peu. La demande de serveurs était un peu commune à toutes les collectivités. Aujourd'hui, c'est devenu, en tout cas, ce type de service dans les lycées est devenu un élément très intéressant. Et en tout cas, nous, on a essayé en 3 semaines d'augmenter les services sur cette ENT. Le premier a été de mettre la webconférence, on ne l'avait pas. Le deuxième a été de mettre un service type YouTube, enfin vidéo, pour que les professeurs puissent déposer. Et puis le dernier, c'est un service, un marché qui était en cours et que du coup on a accéléré avec Pearl Trees, qui permet d'agréger des contenus et de faire des cours, et qui a considérablement explosé en 3 semaines. En fait, il a formé environ 40 000 profs dans l'enseignement supérieur en Île-de-France. En 3 semaines, il y a eu plus de 4 000 profs formés et qui l'utilisent, et plus de 10 000 qui sont allés dessus. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement eu une accélération, un temps propice, avec des personnes qui peut-être ne prenaient pas autant le temps d'habitude, et qui là, tout d'un coup, avaient un service adapté. Et pour terminer, parce que vous parliez de la connexion, et il y a aussi la problématique des outils, c'est vrai qu'on avait aussi fait le choix de distribuer des équipements individuels aux élèves. Donc, globalement, la moitié des lycéens d'Île-de-France avaient un ordinateur ou une tablette offerte par la région. Et ça a aussi permis, je pense, de faciliter cette continuité. Effectivement, ceux qui n'avaient pas fait ce choix-là, ça ne veut pas dire qu'ils n'en avaient pas dans leur famille, etc., mais on avait quand même plus de difficultés que dans les lycées où ce choix avait été fait. Et donc, une des conséquences, c'est qu'en fait, à la rentrée de septembre, la totalité des élèves de seconde auront un équipement par la région. C'est une décision qui a été accélérée suite à la crise, compte tenu des risques qu'on peut encore avoir à la rentrée de septembre. Denis Hamon, des problèmes de connectivité particuliers chez vous? Écoutez, non, puisque avec le projet Dijon, on avait 140 km de fibres qu'on a posé entre les 23 communes. Et puis, on a un équipement sur le territoire qui est correct. Mais ce que ça souligne en réalité, c'est la disparité qui existe entre les territoires. Et finalement, c'est un révélateur des inégalités, cette histoire. C'est un révélateur du fait qu'il n'y a pas de stratégie étatique sérieuse depuis des décennies. Donc, c'est droite-gauche. Moi, je ne fais pas de politique sur ce sujet-là, et qu'on a trop laissé faire le marché. Or, le marché, il va là où on gagne de l'argent, il ne va pas là où forcément on pourrait en perdre, en tout cas où il y a un intérêt moindre. Et donc ça, c'est un sujet stratégique. Ça veut dire que notre pays aujourd'hui, je prends la Côte d'Or, autour de Dijon Métropole, ça fonctionne bien, mais si vous allez dans le Châtillonnais, qui est un endroit sympathique où il y a beaucoup de forêts et moins de population qu'à Dijon, vous n'avez quasiment pas de réseau dans certains endroits, alors que vous pouvez communiquer de Dijon avec des gens qui sont dans l'Himalaya. Donc on a un vrai problème. Dans le retour d'expérience que je fais moi, je me dis qu'il faut que notre pays se mette sérieusement à équiper les gens sur cette technologie et sur ces réseaux pour qu'on crée une vraie capacité d'égalité. Parce que après, c'est ce que disait le collègue de la région Île-de-France, vous cumulez les inégalités en réalité. Parce que non seulement vous n'avez pas le réseau en zone rurale ou dans certains endroits, mais en plus, vous ne pouvez pas, en termes d'usage, être formé correctement, et du coup, vous créez une fracture éducative, quoi. Donc voilà, moi je pense que de ce point de vue-là, si on doit tirer une leçon, c'est de se dire mais comment on se remet à niveau, parce que c'est comme si vous vouliez vendre votre maison sans qu'il y ait de l'eau dedans aujourd'hui. Alors, il y a la question de la continuité du service public, il y a aussi la question de la continuité de la décision politique. Francky Trichet, vous avez tenu à Nantes votre premier conseil municipal en vidéoconférence le 30 avril. Quels enseignements peut-on tirer de cette pratique? Déjà, c'est bien que la démocratie a pu encore perdurer pendant cette période qui était compliquée, puisque
évidemment, hein, tout le monde l'attendait quand même de se revoir à un moment donné. Le numérique étant ici, qui était un vrai catalyseur en fait de démocratie, on a pu le tenir avec des outils GoToMeeting qui sont connus aujourd'hui, avec un système de vote aussi en ligne, qui était une grande première dans l'histoire du territoire. Et je pense que il faut s'en féliciter parce qu'on pense que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Et je pense qu'à mettre en place un conseil municipal, voilà, 65 personnes, et c'était quand même c'était assez émouvant pour tout vous dire. Déjà le fait de tous se revoir avec un contexte politique différent, mais dans lequel il y a l'unité était là, quoi, l'union était présente, et ça c'était quand même bien. Deuxième élément, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même la rediffusion sur le web, hein, donc c'est aussi intéressant d'avoir cette hybridation, c'est-à-dire que Mme le maire était présente, Johanna Roland, la présidente de métropole, était présente sur site avec 5 personnes dans l'enceinte, dans l'hémicycle ordinaire. Et ensuite, comme tout à chacun, les conseils municipaux sont retransmis en live sur la télé locale et sur Internet. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment assez fort, alors, indépendamment, effectivement, forcément, le nombre de délibérations est moindre. Hein. On a l'habitude d'avoir entre 40 et 50 délibérations. Là, on n'avait que 11 délibérations, puisque les prises de parole sont quand même aussi assez particulières. Puisqu'on voit bien que des fois dans l'hémicycle, on va dire, les échanges sont aussi par de la présence, de la prestance, des échanges de regards. Là, c'est un peu comme aujourd'hui. Je ne sais pas qui nous écoute. D'ailleurs, je salue tous les gens qui sont là. Merci beaucoup. Mais on voit bien que ça limite quand même, on va dire, l'expression, ça limite le débat, ça limite, c'est beaucoup plus lissé. Ceci étant, comme c'était le premier conseil, voilà, avoir tous les conseils comme cela, on peut s'habituer, mais je pense qu'il manquerait quand même de la saveur dans les échanges et ce que doit être le débat politique et faire vivre une démocratie, en tout cas dans un hémicycle avec des élus. Denis Hameau, le portail Andijon, on a pu le voir à travers diverses publications. Il y a eu des papiers dans Le Monde, dans Les Échos, dans Ouest France, dans Smart City Mag aussi. Donc ce portail était largement, fortement sollicité pendant cette période de confinement. Quelles ont été ses principales missions? Et là, je reviens sur un petit peu le détail, comment ce côté Smart vous a servi pour gérer la crise. Paradoxalement, on a à Dijon, le portail reçoit en vitesse de croisière, enfin recevait 700 appels à peu près par jour, ou différents modes de communication par jour. On est passé à 300, puisque finalement tout le champ de tout ce qui n'était pas nécessaire et vital dans la crise, on l'a fermé purement et simplement, et on l'a mis à distance pour que la relation puisse se faire à distance. Et donc dans le même temps, on a multiplié l'équipe parce qu'on est passé de 12, qu'on a divisé en deux pour qu'une semaine, une partie de l'équipe se repose, l'autre semaine, une partie travaille, et surtout pour limiter le risque sanitaire. Parce que si on perdait une moitié de l'équipe, on en gardait une moitié. Plutôt que de perdre tout le monde et du coup d'avoir plus rien pour être en relation avec les habitants dans un moment de crise aiguë et majeure. Donc on a fait ce choix-là et on a aussi renforcé avec 5 étudiants qu'on a formés et qu'on a sélectionnés parmi des étudiants qui travaillaient avec nous dans la collectivité, qui avaient envie de s'engager. On a eu presque une centaine de personnes qui voulaient venir, mais bon, on n'avait que 5 postes. Et on les a formés à l'écoute psychologique. C'est-à-dire qu'on a fait un travail, parce que moi, je me suis dit, vu comme ça va durer, au début, les appels, ça va être des demandes techniques, et puis plus ça a duré, plus on s'est aperçu dans le temps qu'il y avait besoin juste de parler, il y avait besoin de comprendre, besoin d'être assuré, et donc cette écoute psychologique était très importante. Ce qu'on a fait aussi avec les équipes qui étaient là, comme on dit, les titulaires de Dijon. Et on a renforcé, parce qu'on est passé de, en gros, 9h, 19h, hors samedi, dimanche, à 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a renforcé aussi les équipes d'encadrants. Ils sont passés de un encadrant en mode normal, avec un renfort s'il y a besoin pour qu'il y ait une continuité, à 5. D'accord. Vous voyez, on a poussé les feux parce que pour moi, là, on n'était pas, comme je disais dans gestion de la crise, il y a surtout crise, il n'y a pas que gestion. D'accord. Et puis enfin, donc l'émission, ça a été principalement donner des informations hors CHU, mais on était connecté avec le CHU, justement, c'est l'intérêt de ce travail avec Dijon, c'est qu'on est dans une logique assez intégrée et que l'ensemble des acteurs, que ce soit les transports, que ce soit dans la gestion de l'espace public, l'ensemble des acteurs, la police municipale,
Et donc là, on a pu finalement se centrer sur les volets liés au Covid hors médical. Et donc, tout ce qui était médical, on le réorientait vers le CHU et de manière à ce que les gens ne perdent pas de temps. Puis nous, ce n'est pas notre métier. Et enfin, sur tout le volet aussi CCAS, puisqu'on avait, compte tenu des impacts sur les populations de cette situation, à avoir un certain nombre de dispositifs spécifiques, d'aide financière, de soutien divers et variés, d'écoute des personnes. Et puis, on a mis en place, comme partout en France, évidemment, les gardes d'enfants pour les soignants. Ensuite, on l'a déployé pour la police, pour l'ensemble des services publics. Donc ça a été les missions principales. Ensuite, c'est devenu aussi un élément, moi, tous les soirs, depuis le 15 mars, je fais un point avec une synthèse au maire, c'est devenu aussi un capteur qui nous a aidés à prendre des bonnes décisions politiques. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on s'est aperçu qu'avec le triste nombre de décès qu'on voyait tous les soirs, et notamment dans les EHPAD, il y a des gens qui avaient besoin d'aller se recueillir dans les cimetières. Ça fait partie des éléments qu'on a remontés au maire pour qu'il puisse à un moment dire, bon, il faut que j'ai cette discussion avec le préfet, il faut qu'on puisse rouvrir les cimetières. Les marchés, ça devenait compliqué. Comment on dit aux gens, bah oui, c'est bien, vous pouvez aller dans les supermarchés, mais le marché à côté de chez vous, on l'a fermé. Enfin, vous voyez, il y a un problème de sens aussi de la décision politique. Donc là aussi, il y avait des remontées autour de cette question-là. On a fait avancer les choses. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques illustrations, mais au-delà du fait qu'on a aidé des personnes aussi, des personnes isolées, qu'on a repérées par le portail et qui nous disaient, mais attendez, moi, j'ai 92 ans, mes enfants sont en Bretagne, ils sont à 600 km, comment je peux faire ? Ça fait 4 jours que je ne suis pas allé faire mes courses, comment je fais ? Donc avec certains élus, on s'est équipés, on a mis des gants, des masques, on a pris du gel, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait les courses en dépannage pour des personnes. Ça, c'était les 2 premières semaines. On a amené des médicaments, on a fait plusieurs choses utiles. Et ensuite, on a trouvé un dispositif parce que ça se multipliait et on ne pouvait plus, face à ce besoin qui était très important qu'on avait détecté, la demande devenait très très forte. Et donc, on a mobilisé ensuite un certain nombre d'associations et de médiateurs qui, eux, ont pu prendre le relais. Nous, on a continué parce que c'est important. Je trouve que les élus ne se planquent pas quand les services publics sont au carton, quoi. Hein, je pense que c'est important. Et du coup, on a trouvé un dispositif qui nous a permis de répondre à ces différentes problématiques. Tout en permettant aussi au maire, puisqu'il a fait toutes les semaines, moi je trouvais que c'était important. C'est un moment où il faut être à la fois humain, dans une forme de sincérité authentique. Hein. On n'est pas là pour rigoler non plus. Enfin, on ne fait pas de la comédie, quoi. Hein. Et donc, lui, toutes les semaines, il a utilisé nos remontées ou pas, mais en tout cas, ça lui donnait des éléments pour passer un message, pour dire à la population ce qu'on faisait, comment on le faisait, et à mesure, ça donnait de la confiance d'étape en étape. Voilà. Alors, Bernard Giry, vous avez mis en place en 2019 sur le site web de la région un portail de smart service à l'attention des franciliens et plus récemment, au sein de ces services, une rubrique Solutions Covid-19 qui s'adresse à la fois aux citoyens, aux entreprises, aux acteurs de la santé et aux artisans commerçants. Quel type de solutions ils peuvent trouver dans ce portail ? À quoi peuvent-ils s'attendre ? On a lancé en octobre 2019 ce qu'on a appelé Île-de-France Smart Service, qui est à la fois un agrégateur de données à l'échelon régional, un portail de services et puis une modélisation 3D de l'Île-de-France. Donc c'est vrai que cet outil commençait à prendre de l'ampleur, on l'a ouvert. Et puis au moment de la crise, et on a des fonctions un peu différentes d'une commune. Hein. Pour les régions, on n'exerce pas à gérer on n'a pas à gérer des marchés, on n'a pas à gérer des équipements de ce type. Mais par contre, en matière de développement économique, on a été énormément sollicité par des entreprises qui voulaient proposer des solutions, qui avaient un certain nombre de choses à faire, et on l'a vu un peu partout. Et donc, face, je dirais, à cet afflux de demandes par différents canaux, les élus, les services, etc., on s'est dit qu'il fallait un petit peu organiser cette demande. Et donc, on s'est servi finalement de cette plateforme qui existait. Donc, on a monté un service assez simple en 5 jours qui permettait à la fois de trier les différentes offres, de les catégoriser et de les proposer aux différents acteurs en recherche de solutions et bien évidemment de communiquer aussi dessus, ce qui était plus intéressant pour faire connaître. Et puis de fil en aiguille, avec la problématique du manque de masques depuis le début de cette crise, et au moment où les régions ont été autorisées après 10 jours de réquisition, finalement, on était prêt à partir beaucoup plus tôt, mais
forcément, puisque l'État allait réquisitionner les masques, la région n'a pas commandé ces masques, elle a attendu d'y avoir accès. On avait identifié des filières, on les avait sécurisées, etc. Et donc, on a décidé de la même manière, il y avait un projet de centrale d'achat qui était prêt à la région. Et donc, on a profité, je dirais, de tout le travail juridique, préalable, technique, mais la centrale en tant que telle n'avait pas été lancée jusque-là. Et donc, on a profité de la crise pour la lancer officiellement, de la positionner sur la plateforme, et donc derrière, offrir la possibilité aux entreprises, initialement aux collectivités, et on l'a derrière ouvert aux entreprises, de pouvoir commander des masques et d'autres outils, gel, etc. de ce type. Donc globalement, on parlait de statistiques ou de chiffres. La région a commandé pour elle-même 30 millions de masques et au travers de la centrale d'achat, c'est 21 millions de masques qui ont été commandés, à 60% par des collectivités et à 40% par du privé. Et pareil, on a vu une augmentation de la fréquentation autour de ces services. C'est vrai que c'était la plateforme de service, on avait globalement peu communiqué jusque-là dessus, puisqu'on était en phase de rodage, on avait construit 1 ou 2 services et on était en train d'en construire d'autres. Et on est passé de, je ne sais plus, peut-être de 13 ou 14 000 visites en février à 170 000 en avril. Une grosse accélération, donc, pour tous les services. Oui, parce que c'est là où, et comme le disait tout à l'heure mon collègue de Dijon, on se rend compte aussi du coup de l'intérêt du service qui est mis en place. Bon, même si on essaye de les co-construire, de les identifier, là, on a un retour direct de l'intérêt d'un service qui est offert au travers de ce type de plateforme. Denis Amont, je reviens vers vous. Vous avez fait à Dijon le choix d'une gestion très, très intégrée des services où les données de tous les métiers sont appelées à converger. Est-ce que vous avez des exemples sur la manière dont cette gestion très intégrée a servi à mieux gérer la situation? Est-ce que vous avez pu combiner des données venant de différents métiers pour justement faire émerger un besoin ou mettre en place un plan d'action pour traiter telle ou telle population ou tel problème? Alors, on a d'abord bénéficié du fait qu'on a fêté les 1 an du projet en pleine crise, quoi. Et donc, le travail qui a été fait en amont entre le groupement Dijon, donc que ce soit Bouygues Energy Service, Capgemini, Suez, et puis Cité Lume pour EDF, ce travail il a été co-construit avec 600 agents de la collectivité que moi j'avais mobilisés en leur disant on ne va pas inventer des choses d'en haut, certainement pas, donc on a besoin de vous qui connaissez la réalité du terrain et comment on le rend ce service. Et du coup, cette co-construction nous a permis déjà pendant 1 an de fluidifier 600 procédures, ce qui est gigantesque. En parallèle, on a travaillé sur une application Dijon, mais qu'on n'a pas pu lancer, puisque vous le savez, on est suspendu pour certains entre 2 tours d'une élection et on ne peut pas lancer de nouveaux projets. Et puis, ça nous aurait certainement aidé, mais bon, on a fait 100, on s'est débrouillé. Et puis surtout, sur le même lieu, donc vous avez une unité de lieu entre la police municipale. Aujourd'hui, l'automne dernier, nous ont rejoint les services de transport, l'ensemble du groupement. Et tout ça, avec le portail Dijon, ça nous donne une puissance de coordination et de capacité à se parler rapidement. Et l'année qui s'est écoulée nous a aidé à construire un langage commun. Et donc à avoir aussi des manières d'agir ensemble. Ce qu'on a rajouté ensuite, c'est tout simplement, compte tenu de la crise sanitaire, le lien avec le CHU. Donc moi, 2 fois par semaine, je fais un point avec un médecin référent qui est aux urgences. Et donc on fait le point ensemble avec l'équipe ici. Et puis, par exemple, sur des opérations ponctuelles comme les prestations sociales à la Poste, au mois d'avril, on avait un des bureaux qui est dit en zone sensible, qui est des personnes qui allaient se déplacer, vu le contexte, les attestations. Donc, du coup, on a articulé le dispositif pour que la police fasse de la pédagogie, soit au courant et ne sanctionne pas des gens qui sont déjà dans des difficultés financières et sociales très difficiles, très dures. Et on a accompagné la Poste pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent amener le service correctement. Vous voyez, la Poste, les transports, Dijon, la relation avec les habitants en amont, on a fait passer les infos. Tout ça, sur un moment critique, on a pu démontrer la capacité à trouver ensemble une solution innovante finalement et pertinente. Voilà.
Arnaud Chevalier, je ne vous ai pas donné la parole jusqu'à présent, mais là, le moment vient. On vient de voir justement comment les collectivités d'une certaine taille qui sont bien outillées, plutôt bien outillées, peuvent répondre à cette situation. Cette période a aussi révélé des réactions et des besoins peut-être jusqu'à là inconnus dans les petites collectivités. Alors, quel est votre retour d'expérience en la matière? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Et juste avant de répondre à la question, rappelez-nous très brièvement ce qu'est l'Umiplan. Est-ce que vous faites? Alors oui, l'Umiplan, c'est une entreprise qui est une entreprise en fait partenaire des collectivités locales depuis très très longtemps sur les sujets de l'information. Donc en fait, le sujet de l'information, évidemment, dans ce moment complexe, était absolument crucial. Et c'est on va dire, une information de toute nature. L'information, par exemple, vous pouvez trouver les solutions de l'Umiplan. Alors, si on fait le tour des villes avec nos interlocuteurs, les conférenciers présents à Nantes, vous trouvez aux arrêts de transport des écrans qui vont vous dire dans combien de temps arrive votre prochain bus. Hein, ça sont des solutions de l'Umiplan. Vous trouvez également à Dijon la même chose. Vous allez trouver des écrans dans les bus en Ile-de-France, les bus de la RATP, etc. Bref. Donc, ce sont des dispositifs qui sont en place et qui sont très utilisés, mais on intervient aussi beaucoup sur l'information citoyenne. On travaille avec plus de 2000 collectivités locales. Donc, l'information citoyenne, elle est numérique dans la rue, avec les panneaux d'information, par exemple, mais également digitale. Et en fait, ce que l'on a constaté, c'est assez étonnant. Alors, on a un poste d'observation qui est intéressant puisqu'on déploie plus de 300 applications pour les collectivités locales. Donc, on peut citer, par exemple, Saint-Étienne, Toulouse, Tours, donc des grandes collectivités locales. Mais évidemment, quand vous travaillez avec 2000 villes, forcément, il y en a des beaucoup plus petites. Et on a constaté en fait qu'il y avait un taux d'usage de ces applications sous la forme de notification. Une notification, c'est un petit pop-up qui vient s'afficher sur votre téléphone dès lors que vous avez l'application, dès lors que vous avez accepté de recevoir des notifications. Et on a pu voir qu'il y a un taux assez considérable qui est apparu. Beaucoup de collectivités locales utilisaient donc les applications pour communiquer des informations qui changeaient très rapidement dans des contextes extrêmement compliqués. Et à ce moment-là, l'idée nous est venue, parce qu'on observait cet usage inhabituel, de proposer aux petites collectivités locales qui, elles, n'avaient pas d'application, parce que pas les moyens techniques, pas les moyens financiers, pas les moyens humains d'avoir leur propre application. On a proposé à ces typologies de collectivités locales d'utiliser en fait un portail mobile d'information citoyenne, qui est une application, mais qui est une application en fait pour toutes les collectivités locales, qui s'appelle CityWall. En fait, CityWall, c'est donc quelque part le marketplace, si on peut utiliser ce terme, de l'information citoyenne. Donc, les villes peuvent venir y adhérer, et à partir de là, ça devient leur propre application. Et on va connecter en fait toutes leurs informations qu'elles ont sur leur site internet, qu'elles peuvent avoir sur Facebook, sur leur réseau social. Et en fin de compte, ça va devenir le média qui va agréger toute l'information citoyenne de la commune. Et là, c'était un petit peu la ruée. Vous en avez eu beaucoup qui se sont manifestés, du coup? Exactement. Alors, ce qu'on a observé, c'est tout à fait étonnant. C'est que donc on a proposé donc que des collectivités locales puissent venir gratuitement s'inscrire sur CityWall. Et on a constaté quelque chose d'absolument incroyable qu'on n'imaginait pas du tout. C'est qu'en à peine un mois, plus de 350 en fait, communes ont souscrit à ce dispositif. Et donc, 350 communes, à l'échelle de la France, c'est déjà 10%. Donc, vous voyez, en un mois, 10% de collectivités locales qui n'avaient pas d'application en ont une, en fin de compte. Et donc, ce mouvement-là, on ne l'attendait pas du tout. Et on l'a vraiment constaté de manière incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on s'est dit, voilà, est-ce que ça participe d'un mouvement qui peut être éventuellement local, qui peut être sur des tailles particulières, etc. Et en fait, on s'est aperçu que c'était très, très hétérogène. C'est-à-dire que sur les 13 régions françaises, les fameuses 350 communes qui s'étaient donc associées à CityWall étaient présentes sur l'ensemble de ces régions.
C'est pareil au niveau des départements. En France, il y a 96 départements métropolitains, incluant la Corse. Il y en avait 86, je crois, qui étaient concernés. Donc, voilà, quasiment 90% des départements. Donc, en fait, ce mouvement est un mouvement totalement national qui n'avait pas de spécificité locale. Et si on regarde la taille des collectivités locales qui ont adhéré, on s'aperçoit qu'il y a les 3/4 qui sont des communes de moins de 5000 habitants. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un gros mouvement sur cette typologie de collectivité locale, avec la plus petite, en fait, qui n'a que 100 habitants. Et puis, la plus grande qui en a 41 000. Donc, on voit bien qu'il y a différentes tailles, mais que le gros morceau, c'est effectivement des collectivités en dessous de 5 000 habitants. Et alors, pour ces petites collectivités, est-ce que vous pensez que l'utilisation de votre application a été une première incursion dans les services numériques pour certaines d'entre elles? Alors, je pense qu'il y a, en tout cas, c'est sans doute un grand pas. C'est peut-être pas le premier, mais c'est un grand pas extrêmement décisif dans le monde du digital. Je ferai un distinguo quand même entre le numérique et le digital. Donc, le numérique, c'est le site web, c'est le panneau d'information que vous pouvez avoir dans votre commune. Ce sont des outils qui sont quand même aujourd'hui souvent utilisés. Le digital, c'est un peu plus compliqué. Et donc, effectivement, ce mouvement-là est un mouvement en fait, qui a accéléré sans doute une tendance qui était en train de se dessiner, puisque je crois qu'aujourd'hui, le digital, c'est quand même quelque chose qui est totalement assimilé à l'échelle de l'individu et donc évidemment à l'échelle de la commune, y compris s'il est petit. Mais en définitive, ce mouvement nous a permis de leur donner les moyens. Et ce contexte, en fait, a incité ces collectivités locales à se saisir des moyens qui existaient. Et ça a créé un vrai mouvement d'adhésion, donc un grand pas qui est franchi. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que du point de vue des citoyens, là aussi, il y a un vrai mouvement. On constate qu'au-delà des téléchargements, alors qu'ils sont fort nombreux, hein, ça a été multiplié par 10. Et aujourd'hui, une application CityWall, qui est comme une information locale au départ, et en plus pour des petites communes, elle va être du niveau de téléchargement d'un média national, donc c'est tout à fait étonnant. Mais que non seulement les téléchargements ont été importants, mais que les gens utilisent l'application. Et donc, il y a un vrai usage. Et ce qui est intéressant également de noter, c'est que la majorité des citoyens ont accepté de recevoir des notifications. Il y a 75% des gens qui ont accepté de recevoir des notifications de la part de leur commune. Et on trouve ça… Pardon, je vous interromps, ce sont des indicateurs très, très intéressants. On ne va pas tous les détailler. D'accord, bien sûr. Le temps file, en fait, on a encore pas mal de sujets. J'aimerais qu'on aborde un petit peu ce qui peut être la troisième partie de cette conférence, et notamment pour voir comment le numérique ou le digital, on a bien noté la distinction, peut aider à la reprise de l'activité. On est en plein dans cette dynamique-là. Et je m'adresse en premier lieu à Bernard Giry. Avec la crise économique qui va suivre cette crise sanitaire, les collectivités seront confrontées à une baisse des ressources et à des demandes d'aide peut-être inédites venant à la fois des citoyens comme des entreprises de leur territoire. Autrement dit, il faudra faire plus avec moins. Dans quelle mesure les services SMART évoqués tout à l'heure peuvent-ils être mis à contribution? Non, je vous le confirme, hein, la crise des ressources, on commence à l'évaluer, va être assez difficile, y compris pour les régions. À l'échelle de la France, on peut penser à une perte de 15 milliards environ pour toutes les régions. Et donc, c'est vrai que le fait de travailler sur ce type d'outils numériques, c'est aussi la capacité à collaborer avec d'autres acteurs sur lesquels on n'a pas toujours l'habitude de travailler, quoi. En tout cas, c'est un mouvement partenarial qui va permettre, d'accélérer. Je pense que ce mot est aussi important que celui de problème budgétaire. On a besoin d'accélérer dans cette période de reprise. Au-delà de l'argent, on voit bien qu'il faut… on peut attendre et finalement, le tissu économique s'arrête et on ne pourra pas les aider. Donc, deux choses pour nous. En tout cas, on travaillait sur un outil en matière d'attractivité qui est une meilleure aujourd'hui localisation des endroits pour s'implanter en Île-de-France. Donc, c'est vrai que ce type de données, on le sait très bien, est toujours disponible. Mais le fait de combiner une trentaine de jeux de données, où sont les écoles
internationale, par exemple, la connectivité d'un territoire, les transports, quel est le tissu économique, etc. Et donc, globalement, c'est ce qu'on avait commencé à faire et qu'on a accéléré et qu'on va sortir dans le cadre du plan de reprise régional, qui est un véritable outil qui permet d'identifier des territoires, des zones d'activité, pour finir même jusqu'à de l'immobilier de bureau. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on travaille et l'aspect juridique n'est pas toujours simple en matière de data et tous ceux qui sont là le savent, comment collaborer de manière publique-privée autour de ces sujets. Et là, on a réussi à trouver, gérer un certain nombre de partenaires. On va aller jusqu'à un accord avec bureaux locaux pour terminer, une fois que l'entreprise a fait son choix de localisation, d'implantation, etc., d'avoir aussi une offre derrière privée agrégée. Et deuxième élément, les commerces, on voit la difficulté pour eux aujourd'hui de rebondir, mais on voit aussi l'accélération du numérique et du digital autour de ces commerçants. Et donc là aussi, de notre côté, un gros effort, à la fois, on avait lancé ce qu'on avait appelé un chèque numérique, qui était une façon finalement d'aider les entreprises, qui était globalement peu utilisée, mais aujourd'hui une demande très forte de référencement des entreprises, d'identification de solutions sur le click and collect, y compris pour les restaurants. Et donc on voit là qu'on a un champ assez ouvert, mais à supposer qu'on aille là aussi assez vite dans la réponse de ce type de service numérique. Il y a à la fois une appétence et j'irais de fait une meilleure compréhension de ce que ça peut apporter en termes de chiffre d'affaires, en termes de rapidité d'adaptation de leurs outils. Et donc c'est vrai que on va de notre côté, au-delà de l'aspect financier, on va aussi mettre en place ce type de solutions telles que je vous les ai données. En tout cas sur l'aspect économique, il y en a d'autres, mais c'est les deux premiers services qui vont, à mon avis, apparaître dès fin juin, sur lequel là aussi on avait commencé à travailler, mais où la crise nous a forcés à prioriser et à accélérer, à mettre plus de moyens et humains et financiers sur ce type d'outils. Franck Trichet, quels enseignements peut-on tirer de cette expérience inédite dans la relation que la collectivité locale de proximité, entre guillemets, c'est-à-dire la ville, la métropole, entretient avec le monde économique, industriel, avec le monde économique, avec les organisations de citoyens qui se sont formés, par exemple, pour fabriquer des masques et des visières en réseau? Est-ce que vous voyez une nouveauté sociétale, une nouveauté de fonctionnement? Oui, je pense que, en fait, sans vouloir anticiper sur l'avenir, mais ce qu'on peut constater dans un premier temps, c'est cette relocalisation de gestes, de consommation, de confiance, de proximité. Donc, cette ville de la proximité, ville du quart d'heure que certains ont commencé à théoriser, mon ami et collègue Carlos Moreno. On voit bien que cette crise-là, cette proximité, à la fois pour aller consommer, à la fois pour aller produire, même si on peut parler de la production, ce mouvement des makers, voilà, aussi sur les masques, tout ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'on avait ces petites usines de production qui étaient un peu disséminées dans tous nos quartiers et sur lesquelles on a pu compter quand même beaucoup sur la solidarité usine, le terme est un peu fort parce qu'il n'y a c'est pas forcément la notion de travail, mais en tout cas, chaque chambre, chaque garage pouvait devenir potentiellement pendant la crise un endroit de production qui nous a bien aidés, franchement, et sur lesquels il faut qu'on arrive à tisser du lien et continuer justement à fédérer les énergies pour ne pas perdre ce beau mouvement des makers de façon très, 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 très globale. Je pense à la fois aux couturières, mais aussi aux solidarités sur la distribution alimentaire, sur la fabrication, les restaurants qui sont à un moment donné pour nos personnels sont mis à produire localement. Donc cette ville de la production alimentaire, de la production, il faut qu'on en garde effectivement une trace sur du long terme. Et je crois que demain sera, à mon avis, ce retour à la proximité. Demain sera ce retour. Alors, au niveau de l'alimentation, je pense que le numérique peut être un accélérateur. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il faut court-circuiter beaucoup d'intermédiaires et revenir sur des circuits courts à tous les niveaux. Alors, des circuits courts de matières premières, des circuits courts de transformation. Et moi, je travaille de plus en plus, alors je suis universitaire à des formations, sur des circuits courts de la matière grise. Je crois qu'il y a un concept fort, et je prendrai un exemple qui a un petit peu défrayé la chronique là au niveau national, s'appelle Macaire, qui en fait comment on a essayé de créer un respirateur, ou enfin un système d'aide à la respiration, où on a en fait simplifié les respirateurs actuels qui font beaucoup de choses, mais pas que du Covid. On s'est dit on va se concentrer sur le Covid.
Et donc justement avec une dynamique entrepreneuriale à la base, des chercheurs du CHU, et ensuite le CEA, et ensuite un industriel comme Seb, on a en même pas 2 mois réussi à créer un nouveau dispositif qui est en cours de certification. Il faut rester encore une fois humble et sérieux parce que là on est dans le monde de la santé. Mais ceci étant, je crois qu'on a touché du doigt justement ce que j'appelle moi le circuit court de la matière grise, où en fait ça nous a provoqué à aller plus vite, la contrainte de temps. On n'avait pas le temps de prendre le temps pour une fois, à la fois sur la recherche, à la fois sur les processus industriels. Normalement, pour sortir une machine comme ça, il faut 24 mois. Là, on a tout condensé en 2 mois parce que chacun s'est dit, par la contrainte, et on voit bien les artistes, souvent, c'est sous la contrainte qu'ils arrivent, ou en tout cas sous le malheur qu'ils arrivent malheureusement à créer. Je crois qu'on doit garder ça en tête. Donc, du circuit court, du local, parce qu'aussi, il y a un phénomène qui s'est quand même accru, c'est la confiance. On a tous observé dans nos territoires que cette mise en réseau, en tout cas de production, elle a aussi instauré un principe de confiance, où on fait plus confiance à l'autre. À l'autre, ça peut être son voisin de palier, à l'autre, ça peut être en termes de production, celui avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, en termes d'industrie, parce qu'on est chacun dans son industrie. Donc, l'ouverture à l'autre par la confiance. En tout cas, nous, on capitalise beaucoup sur cette dynamique-là. Parce qu'on croit beaucoup à revenir sur des proximités, on croit beaucoup à la ville productive, à quel que soit le niveau de production. Et en fait, l'idée, c'est pas de relocaliser, parce qu'en fait, on pourrait avoir cette tentation de se dire, bah oui, on ramène les usines dans les quartiers, etc. Je crois que c'est plus hybride que ça. C'est peut-être trop simple de se dire, ouais, on relocalise tout et puis il y a un repli sur soi. C'est pas l'enjeu. Par contre, essayer de revaloriser, recréer des dynamiques qu'on a perdues dans les quartiers pour produire et en confiance, je pense que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. La question de la confiance est effectivement un sujet clé. On voit depuis le début de la pandémie qu'il y a des débats autour de l'utilisation de différentes technologies pour lutter contre la propagation du virus et ses conséquences. On a beaucoup débattu notamment autour de l'application de tracking Stock Covid qui a suscité une levée de boucliers surprenante sur la question des données personnelles. Le blocage exprimé sur ce point a peut-être mis en exergue ce qui semble être une forte défiance de la population vis-à-vis de l'action de l'État. Est-ce que localement, vous êtes confrontés les uns les autres à ces réserves, à ces blocages sur la question des données à partir du moment où on parle de situation de crise, comme c'est le cas aujourd'hui? Denis Hameau, est-ce que c'est le cas chez vous à Dijon? Bah, écoutez, nous, on a travaillé sur On Dijon il y a déjà plus de 4 ans. Et dès le départ, pour moi, il était évident que si on voulait créer de la confiance, c'est quand même à ça que doivent servir les élus et les institutions. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Il fallait absolument qu'on traite sérieusement cette question des données. Et donc, on s'est tout de suite mis à la norme RGPD, on s'est tout de suite mis dans les clous par rapport à ça. Parce que c'est une condition majeure de confiance pour les citoyens. C'est-à-dire que si à partir du moment où on leur dit qu'il y a des règles qui sont strictes et qui nous obligent par leur respect, à ce moment-là, déjà, on se met sur une base de discussion où on enlève les peurs et on recrée un peu de confiance. La deuxième chose importante, c'est qu'on a aussi pris la décision en décembre l'année dernière de voter pour qu'on crée un comité d'éthique en lien avec cette gouvernance de la donnée et qu'on va ouvrir aux citoyens parce qu'il ne suffit pas de dire on est RGPD compatible, ça c'est des histoires d'experts. Pour les citoyens, il faut qu'ils voient. Et donc c'est important aussi qu'on puisse les associer à la gouvernance. Donc là, on a voté ce dispositif, il nous reste à le mettre en œuvre. On verra quand aura lieu le deuxième tour. Et puis, il y a aussi la question de recruter à un moment donné un expert de ce sujet qui, au sein de la collectivité de la métropole, va pouvoir, il sera rattaché au DGS, le responsable de cette gouvernance de la donnée, et il aura le regard sur l'ensemble des services. Et ce n'est pas la direction du numérique. Moi, j'ai eu un grand débat, voire un peu chaud, avec la direction du numérique qui mordicus voulait absolument avoir ce poste. Et je leur ai dit, il n'en est pas question. Vous ne pouvez pas être jugé parti. Donc, ce poste sera rattaché au DGS et il sera regardé avec le président. Parce que c'est un sujet politique. Et donc voilà, ça, c'est une manière pour moi de créer de la confiance. La deuxième chose, Stop Covid, c'est une catastrophe. La façon dont le sujet a été amené est une catastrophe. Je veux dire, on est sur des données de santé, on est sur des gens qui ne savent pas où ils en sont. Heureusement, on a des masques, enfin. On n'a toujours pas de tests. On nous dit 700 000, on ne sait pas quand. Et par jour, on ne sait pas quand. Donc, moi, je ne sais pas où j'en suis. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas. Et donc, concernant ce sujet-là, de créer de la confiance, mais pourquoi on ne s'est pas appuyé dès le départ sur les médecins ? Les médecins, par vocation,
enfin, ils sont les garants, ils ont une relation de proximité, on parlait de proximité, ils ont une relation de confiance avec leurs patients. Et donc, on aurait très bien pu construire quelque chose en articulation avec les réseaux de médecins, avec les fédérations, et puis agréger tout ça. Or là, la façon dont ça a été amené avec une logique centralisée, une logique descendante, et en plus, sans faire attention à ce volet confiance, ça a tout de suite créé du débat et de la polémique et de la peur. Alors que si on s'était appuyé sur ceux qui font ça déjà tous les jours, les médecins et les professionnels de la santé, on aurait probablement non pas été dans une espèce de handicap lié à la centralisation, mais comme je le pense depuis maintenant, j'en suis sûr avec cette crise, c'est absolument la décentralisation qui est la solution. Comment voulez-vous appliquer dans les écoles en ce moment, puisqu'on est dans le deuxième, on va ouvrir le 14 mai, on est dans le deuxième jour de préparation. Comment vous allez appliquer partout en France le même modèle dans 35 000 communes et je ne sais pas combien de centaines de milliers de classes. Vous voyez ? Et donc, on est toujours dans cette logique de cette espèce de mythologie de la centralisation qui va nous permettre de tout régler, mais c'est terminé, ça. C'est terminé. Francky Trichet, sur la confiance, est-ce qu'on fait plus confiance à l'échelon local sur la question des données? J'en suis convaincu. Alors moi, je partage beaucoup d'éléments qui ont été précisés par Denis sur le sujet. Il y a la loi européenne, il y a la loi française, et je crois qu'en proximité, on peut aussi instaurer une confiance avec, non pas de la loi, mais avec des mesures concrètes qui sont adoptées par, on va dire, les conseils métropolitains ou municipaux. Nous, à Nantes, on a adopté une charte de la donnée, une charte métropolitaine de la donnée, qui permet de réguler, alors ça rentre dans les détails, mais de la souveraineté, de l'éthique, tu l'as évoqué, Denis, qui permet à un moment donné aussi de statuer sur l'IA. On a dit, il est hors de question qu'à l'échelle de la ville, on utilise des algorithmes, des dispositifs d'intelligence artificielle pour prendre des décisions individuelles, que ce soit pour des trajectoires de tarification d'eau. Donc, on ne dit pas qu'on se refuse à l'IA. On dit qu'on se refuse d'intégrer des dispositifs d'intelligence artificielle qui seraient complètement intégrés dans des chaînes de processus de décision, quel que soit le système d'information visé. En fait, quand on pose des chartes de ce type-là, ça permet à la fois, comme le dit Denis, d'aller vers le citoyen en disant, et en plus, nous, on donne des mandats citoyens, sans rentrer dans les détails, mais en fait, on pose des sujets, et ces sujets-là, on va donner à des citoyens qui vont se créer en collectif, qui vont instruire, qui vont débattre. On va les provoquer, on va accompagner le débat d'idées pour qu'ils puissent nous rendre des mandats avec des préconisations. Et nous, on se dit, on va, autant que faire se peut, mais en tout cas, jusqu'à présent, on va suivre ces recommandations. Sur la donnée, en fait, Stop Covid, je suis d'accord avec Denis, ça aurait pu être une bonne idée. Ça aurait pu être une très belle idée. Mais effectivement, ça a été pas au bon moment, pas de la bonne façon, et peut-être trop vite. Alors, peut-être que ça va changer, je ne sais pas, je ne lis pas dans l'avenir, on en débat aussi avec des collègues de France Urbaine, etc. En tout cas, comme c'est amené aujourd'hui, de fait, ça va créer, en plus comme c'est traité d'un point de vue médiatique, mais c'est normal, puisqu'en fait, ça n'a pas été débattu, il y a encore plein de sujets, c'est-à-dire que l'application ou sa finalité est arrivée, alors même qu'il y avait plein de choses sur lesquelles la souveraineté, ça n'avait pas été statué, techniquement, il y avait encore des vrais doutes, le lien avec Apple, que ça marchait... Et la massification. Donc, il y avait tout un tas de sujets qui fait que, alors je ne dis pas que c'était facile, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, quand vous êtes dans un sujet comme ça, il y a la crise, il faut y aller, on avance par petits pas. Et on a discuté avec le secrétaire d'État, et ce n'est pas facile. Ceci étant, dans ce cas-là, il faut à un moment donné, peut-être pas sortir le sujet, parce que nous, en local, ça crée de la défiance de fait. Donc, le travail qu'on a pu faire jusque-là sur la data, chacun dans nos territoires, et je crois qu'aujourd'hui, à l'échelle d'une métropole, d'un territoire, on peut créer des dynamiques vertueuses, ce qu'on appelle un écosystème de la donnée très vertueux dans lequel ces règles-là sont posées, le cadre éthique il est posé avec des gens qui sont complètement pas jugés partis, et puis un écosystème vraiment des gens qui savent travailler, des gens qui savent populariser des vraies applications concrètes. Parce que moi je dis toujours, la data ou l'IA, les gens ils vont dire ok c'est bien que s'ils se rendent compte dans leur quotidien que ça leur rend service. Sinon, ils vont se dire, c'est un débat entre vous et moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, la donnée, c'est un sujet de société, de fait, et un vrai sujet politique. Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème de DSI, etc. C'est un vrai problème politique. Et ça commence à venir. Et on voit bien qu'il faut en parler avec nos collègues qui sont dans d'autres, pas forcément dans l'innovation, la donnée, ou le développement économique, ou l'enseignement supérieur de la recherche. Et là où je reviens sur la confiance, Stop Covid, ça va nous faire mal, je pense, sur l'après.
Et c'est dommage, parce on commençait à avoir des choses. Heureusement, Sidewalk, ça va nous faire du bien. Donc, on a un contrebalancier là qui va peut-être faire en sorte de se dire oui, ça y est, sur les grands détenteurs de données, en tout cas ceux qui cherchent à en avoir un maximum et qui en ont déjà beaucoup, il y a un petit coup d'arrêt et tant mieux. Mais par contre, effectivement, localement, puis en plus, l'échelle, que ça ne soit pas à la bonne échelle. Pourquoi c'est pas l'Europe? Pourquoi, effectivement, les gens qui ont la confiance, et Denis, je suis d'accord avec toi, les personnels de médecins qui sont en proximité, pourquoi on ne travaille pas sur ces données médicalisées qui seraient étendues et dans lesquelles on aurait plusieurs acteurs qui, à un moment donné, feraient des contrebalanciers de la confiance, enfin, ou de la défiance plutôt. Bref, trop vite, mal présenté, et on va avoir du temps, à mon avis, peut-être pour quelque part. Ça, c'est dommage parce que c'était une belle finalité au final. Alors, je précise, vous avez évoqué en passant rapidement l'histoire de Toronto, donc de Sidewalk Labs. Donc, c'est un sujet d'actualité. La semaine dernière, donc le jeudi 7 précisément, Google a jeté l'éponge dans le projet de la ville intelligente de Toronto, en fait, la filiale de Google qui s'appelle Sidewalk Labs, et donc qui était un test, enfin le laboratoire à ciel ouvert de Google sur la ville intelligente sur 5 hectares de terrain. Et c'était une vision 100% privée, très intrusive sur les données personnelles. Est-ce que vous pensez que cela marque un petit peu la fin de la vision de la Smart City techno que beaucoup dénoncent, au profit peut-être d'une approche plus humaniste et plus inclusive? Pour moi, oui, de fait. Le projet était trop aujourd'hui, alors déjà sous l'égide d'un grand nom qui de fait ne sert pas à la cause de ce que doit être la ville intelligente ou la ville des intelligentes, c'est pas le sujet. Déjà, c'était le premier pas. Et de toute façon, on ne peut pas faire une ville sans ses habitants et la confiance. Franchement, ce terme de confiance, il est extrêmement important. Que ça soit... Et aujourd'hui, ce projet-là, depuis le début, il n'était pas bon. On était pas mal, enfin plusieurs, à le décrier. Et je crois que c'est une bonne nouvelle, je le redis, c'est une bonne nouvelle parce que quelque part, ça montre qu'il faut faire la ville, cette fabrique de la ville, la technologie doit être au service, mais de toute façon, c'est les habitants qui doivent au départ et à la fin continuer à faire vivre en fait ce que c'est la vie dans la ville, parce que c'est les mieux placés. Nous, on est garant les politiques du service public, on est garant de tout un tas de valeurs qui font qu'on arrive encore à vivre ensemble, et je l'espère pendant longtemps. Mais ceci étant, on est là, on n'est que garant, effectivement, on n'est plus des constructeurs. On est des catalyseurs et des accélérateurs de particules. On est là pour faire en sorte que l'espace public se porte au mieux, mais en fait, ceux qui la vivent, c'est ceux qui doivent la faire, pardon, et l'inventer, c'est ceux qui la vivent. Et pour moi, c'est les habitants. Donc, la technologie portée par un grand groupe, qui plus est à l'échelle mondiale, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Arnaud Chevalier, un commentaire qui sera le dernier avant qu'on prenne les questions de l'audience. On est un tout petit peu en retard et j'en profite pour dire très rapidement que cette question de la ville humaniste inclusive versus la ville techno fera l'objet d'une prochaine webconférence dont nous vous tiendrons au courant. Arnaud Chevalier. Très rapidement, je rejoins totalement Francky sur cette notion-là. C'est-à-dire que la Smart City a été faite au départ par des techniciens, des ingénieurs, des informaticiens, alors qu'en définitive, la ville doit être construite pour les usages, pour les expériences des gens. Donc, effectivement, il faut inverser complètement le paradigme. Mais je pense que c'est en train de l'être. Et la notion de confiance est absolument fondamentale. Et nous, on observe vraiment que les gens ont confiance en leur collectivité locale. Voilà, cette proximité, c'est un atout absolument incroyable. Et nous, la matière première chez Lumiplan, c'est la data pour de l'information. On voit bien que cette information, ce n'est pas de la technique, c'est de la politique. Ça valorise le territoire, ça va aider les gens à mieux vivre leur ville, ça va aider les visiteurs à mieux la découvrir. Et donc, on est à travers des expériences sur ces sujets-là d'information. Et j'espère que ce moment-là va nous aider à ce que nos clients en fait, aient une approche de l'information beaucoup plus transverse et non pas en silo comme c'est encore le cas. Mais ça, voilà, c'est en train de bouger. Et la notion de confiance est un outil dont les collectivités locales doivent absolument s'emparer parce que ça va les aider énormément, évidemment. Bien. Écoutez, merci. Alors, je vais, avant de prendre congé, et je suis désolé, on est un tout petit peu en retard par rapport à notre timing. Et vous avez des questions. Malheureusement, je ne vous vois pas, je ne peux pas vous visualiser. Et alors, c'est peut-être le moment de vous faire connaître, de faire passer vos questions. Est-ce que les modèles prédictifs d'évolution de l'épidémie, utilisant l'IA notamment, sont utiles? Francky Trichet.
Ouais, alors moi, j'ouvre juste une petite parenthèse que je suis chercheur en intelligence artificielle à la base, donc à l'Université de Nantes, donc forcément, c'est des domaines qui m'intéressent. Oui, oui, et j'ai envie de dire aujourd'hui, alors à Nantes, on commence à expérimenter en fait sur le post-confinement, comment on peut avoir de la donnée fédérée qui permettrait d'être le plus réactif aujourd'hui entre les médecins généralistes, tu l'as dit Denis, entre le SAMU, entre les CHU, entre les différents CHD, etc. Aujourd'hui, on a un système français dans lequel cette donnée, malheureusement, elle n'est pas bien partagée. Et ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'organisation, de positionnement politique. Et aujourd'hui, voilà, pour suivre le déconfinement, on a besoin à la fois d'avoir ces données qui soient à un moment donné dans un même, on appelle ça entrepôt, là, vous appelez ça ce que vous voulez, une clinique de la donnée, allons-y, et que ces cliniques-là, elles puissent ensuite être outillées ou avoir les meilleurs médecins, et les meilleurs médecins, ça peut être justement ces modèles prédictifs, alors ceux qui permettent justement de pouvoir à un moment donné faire du calcul de trajectoire. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a 3 semaines, au début de l'épidémie, il y a 2 mois, on avait des corrélations très, très, très fortes entre d'abord les médecins, puis ensuite le CHU. Et on va peut-être calculer, pourquoi pas en prédiction, si on est sur des trajectoires qui ressemblent à ce qu'on a déjà vécu dans tel territoire. C'est ça un peu les modèles prédictifs. Donc, il n'y a pas beaucoup d'IA très fortes, comme on dit, mais en tout cas, il y a des règles statistiques ou du calcul assez simple à mettre sur des temporalités. Donc oui, on a besoin d'outils d'IA, dans un premier temps assez léger pour le confinement, mais de façon plus globale, oui, pour faire des modèles prédictifs sur cette pandémie, il va falloir qu'on apprenne et cette donnée, il va falloir qu'on arrive à la consolider et la fédérer. Bien, merci de cette précision. Là, on déborde beaucoup sur le temps. Je vous propose, messieurs, que si nous avons des questions qui viennent après coup, qu'on vous les transmette, ce sera en mode asynchrone, malheureusement. En tout cas, il me reste à vous remercier. Je sais que ces dernières semaines ont été très occupées et la période actuelle l'est encore plus avec le déconfinement. Donc, grand merci d'avoir consacré ce temps à ce débat. Nous allons nous retrouver très bientôt sur un nouveau sujet. Je vous disais, il y a un sujet sur la question de la ville techno versus la ville humaine. Donc, on est en train de le mettre en place et on aura l'occasion de vous en parler. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Pardon pour ces petits couacs que nous avons pu avoir sur le plan technique, mais on se rôde. La prochaine fois, on fera beaucoup mieux. Merci beaucoup et à bientôt.